Femme, femme, simplement je te dis que je t'aime. Je t'aime. T'es le feu qui brûle et je dors dans ton corps pour me réchauffer en toi. Oh femme, femme, je te dédie ces mots. À toi, rien qu'à toi. T'es comme un soleil qui brille dans mes nuits. Bref, aujourd'hui on va parler des femmes du vin. Et donc t'as rien trouvé de mieux en introduction que de reprendre les paroles d'un vieux chanteur ringard condamné à 1 an de prison avec sursis pour corruption d'une gamine de 15 ans. T'as raison, on va la refaire. Bonjour à tous, c'est Loïc Geoffrey de Vinstache. Vous n'y êtes très certainement pas échappé en cette fin d'année 2017, début 2018, mais la question des rapports hommes-femmes est une question qui a eu une place médiatique très importante ces derniers mois. Que ce soit pour honorer la mémoire et les combats de Simone Veil, qui, d'ailleurs, pour l'anecdote, se retrouve à force et contrainte de vendanger dans le Gard en 1941, puisqu'exclue de l'enseignement de par sa confession religieuse. Ou encore avec des affaires bien plus sordides comme celle d'Harvey Weinstein, qui ont amené au désormais célèbre hashtag Balance ton porc et MeToo. Du coup, comme le jeudi 8 mars était la journée internationale de la femme, je vous propose d'analyser la place de celle-ci au sein de l'industrie du vin. Allez, c'est parti! Donc, la femme est un être humain qui se différencie de l'homme de par sa paire de chromosomes 23, qui donnera si elle se compose des chromosomes X, Y, d'un être doté d'un pénis et de testicules, et si elle se compose de 2 chromosomes X, d'un individu doté d'un vagin et de... Oh là, attends, tu comptes vraiment nous expliquer ce qu'est une femme d'un point de vue biologique ? J'aime bien être précis. Et tout comme l'homme, elle possède 2 jambes, 2 bras, un cerveau et des capacités physiques bien assez suffisantes pour lui permettre de tailler, soigner, vendanger la vigne ou encore vinifier les raisins de cette dernière afin de nous donner de bons petits vins à boire entre amis. Et pourtant, malgré ses qualités indéniables, l'industrie viticole reste une industrie très connotée du sexe masculin. Sur quoi est-ce que je me fonde, me rétorquerez-vous ? Déjà, même si cela peut paraître anecdotique, sur une question de sémantique. Mon magnifique lexique de la vigne et du vin traduit en 7 langues m'explique que sur les 6 langues où les noms sont genrés, 5 langues attribuent le sexe masculin au vin et une seule considère le vin comme un nom neutre. Cette langue n'est autre que le russe, mais peut-on faire confiance à un pays qui a envahi la Crimée et qui a pour boisson nationale un alcool sans âme dont le principe même est d'avoir le goût le plus neutre possible? Je ne crois pas, et oui, ça s'appelle de l'humour, respirer un grand coup. Mais comme je peux comprendre que cet argument du genre grammatical peut paraître un brin futile, je vous parlerai du magazine En Magnum, lancé par le guide Bétané de Sauve en juin 2015, et qui dès son premier numéro possédait une rubrique tête de cuvée, rubrique constituant à mettre en avant des portraits de personnalités de l'industrie des vins et des spiritueux. Alors, je n'ai que 6 des 10 numéros sortis à ce jour, mais sur les 6 en ma possession, 74% des individus s'étant fait tirer le portrait étaient des hommes, et 26%, vous vous en doutez, étaient des femmes. Et aux esprits chagrins qui me diront « Oui, mais c'est un magazine, donc cela veut dire ligne éditoriale, et donc ce n'est pas forcément représentatif », je conclurai en vous disant que selon une étude de Vin et Société, en 1988, 13,5% des chefs d'exploitation viticole, on va dire des vignerons pour faire simple, étaient en réalité des vigneronnes, et qu'en 2010, ce chiffre était passé à 28%. On peut donc légitimement affirmer que oui, l'industrie du vin est une industrie à dominante masculine. Le constat étant posé, il va donc falloir comprendre comment nous en sommes arrivés à une telle répartition des sexes. Et pour cela, je vous parlerai de l'excellent livre Les femmes et la vigne, une histoire économique et sociale de Jean-Louis Escudier, et sur lequel je me suis beaucoup appuyé pour réaliser cet épisode. Ici, l'auteur divise la question en 3 grandes périodes. La première période étant celle allant de 1850 au début de la Première Guerre mondiale. La situation des travailleuses est très bien résumée par le graphique Les déterminants du demi-salaire féminin, dont le socle des discriminations est la division sexuée des tâches. En effet, ouvriers et ouvrières ne seront pas attribués aux mêmes obligations tout au long du cycle de la vigne. Dans la plupart des régions, seuls les hommes sont autorisés à tailler la vigne. La taille constituant à couper les sarments de bois afin de limiter la croissance de la vigne et à préparer la future récolte. Les femmes et les enfants étant eux, confinés au ramassage des bois fraîchement coupés par les vignerons. De plus, si la taille est considérée comme faisant partie des travaux divers, pour ce qui concerne les travaux en verre, qui sont grosso modo toutes les opérations qui vont du réveil de la vigne à sa vendange, et bien là aussi, les compétences féminines sont profondément décriées et c'est aux hommes qu'il revient de réaliser ces durs labeurs. Par contre, lorsqu'il s'agit de traiter les parasites, c'est aux ouvrières qu'il incombe cette mission. D'une, parce que les mâles sont occupés sur des travaux bien plus physiques à cette période, comme les labours ou le déchaussage de cèpes, et de 2, parce que ces dames, pour des tâches comme le traitement de la cochylisse, une chenille faisant des ravages, ont, selon les responsables des laboratoires Vermorel dans le Beaujolais, des doigts mieux appropriés à la délicatesse des organes de la fleur. Et ce sont ces mêmes qualités de délicatesse, de précision et de patience qui mèneront les femmes et les enfants à être les principaux artisans de la récolte et de la cueillette des raisins, en clair, les vendanges. Par contre, dès qu'il s'agit de passer à la partie vinification, là, elles sont exclues de la plupart des chais. Cet ostracisme s'explique pour des raisons assez farfelues, comme le principe de pudeur, les femmes et les jeunes filles risquant d'être choquées à la vue d'hommes fort peu vêtus pour procéder au foulage et au pressurage. Ou encore... parce que l'on craint le sang menstruel. Eh bien je suis navré Wendy, mais je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever. Ou tout simplement parce que les hommes veulent goûter le vin en paix. En effet, à l'époque, les ouvrières se voient souvent associées aux stéréotypes et autres poncifs rattachés à la gente féminine.
le Lorrain Désiré Amblard expliquant par exemple que les plus jeunes causent, jasent et la journée se passe. La vraie raison, c'est qu'elles sont déniées dans leurs compétences et pire, elles sont infantilisées. Si j'ai plusieurs fois associé les termes femme et enfant, ce n'est pas innocent, car sur le plan juridique, social et salarial, elles ont été séculairement assimilées à un individu mineur. Bref, je pourrais encore développer longtemps sur le demi-salaire de la femme-enfant, en vous expliquant par exemple que celle-ci n'avait accès à aucune formation, que pour une même compétence, celle-ci était reconnue pour les hommes, mais pas pour leur pendant féminin, et que l'on sacralisait la figure de l'homme qui rapportait de l'argent au foyer et qui en était de ré-chef, le maître. Ou encore que leur maigre salaire permettait une flexibilité sur les embauches, et cela même dans les propriétés du Médoc alors en plein âge d'or commercial, et qui dégageaient des profits pourtant bien suffisants, profits qui auraient pu permettre de payer les salaires masculins et féminins, d'égal à égal. Et même si cette période verra aussi naître quelques grandes dames de la viticulture comme Françoise-Joséphine de Sauvage-d'Yquem à Sauternes, Louise de Dreux-Brézé en Val-de-Loire ou encore en Champagne, celle qui restera surtout connue comme étant la veuve de Monsieur Clicquot, Barbe Clicquot Ponsardin. Et bien dans la réalité, elles étaient surtout affairées aux questions commerciales, la gestion de leurs vignobles et de leurs caves étant confiée quasi systématiquement aux besoins d'un homme d'affaires et d'un maître de chai. Je passerai rapidement sur la partie 14-45, puisque durant cette période, il n'y a que peu d'évolution sur les rapports hiérarchiques. Le bilan des années de guerre est même plutôt négatif. Dû au départ des soldats sur le front, les femmes sont intensément sollicitées, mais sans aucune reconnaissance salariale, sans perspective d'évolution de tâches ou de compétences professionnelles. Les rares formations proposées d'enseignement ménager agricole ancrent même le statut d'une épouse confinée à la ferme et à ses abords immédiats, pas question d'aller déranger ces messieurs dans les vignes. En somme, elles seront la parfaite et gracieuse compagne de nos futurs agriculteurs. La grande révolution viendra, vous vous en doutez, dans la dernière partie de cet ouvrage, allant de 1945 à 2010. Enfin, quand je parle de révolution, on va plutôt parler d'une révolution de velours, puisque dans la réalité, cela s'est passé échelon par échelon. Au début de l'après-guerre, c'est même plutôt une nouvelle régression. Avec l'arrivée des tracteurs et de la mécanisation, les filles se voient bien évidemment exclues de ces pratiques, et pire encore, leur temps de travail diminue, puisque certaines opérations peu valorisées comme l'épandage de l'engrais ou le ramassage des sarments sont désormais déléguées aux tracteuristes. Bref, la précarité de l'emploi se dessinant, et comme en plus, elles étaient en pleine période de baby-boom, le prétexte était tout trouvé pour renvoyer les épouses dans leur supposé environnement naturel, la sphère domestique. Je vais ni faire à manger, ni faire une petite table. Bien évidemment, je pourrais aussi vous préciser que l'éducation nationale ne faisait rien pour valoriser les compétences féminines, puisqu'à titre d'exemple, de 1953 à 1962, pour obtenir le brevet d'apprentissage de ménagère agricole, les candidates héroltaises devaient satisfaire à 2 épreuves écrites, hygiène et puériculture, ainsi que 4 épreuves pratiques, couture, cuisine, économie domestique et agriculture. Les premiers signes positifs viendront tout d'abord de l'ordonnance du 7 juillet 1945 qui verra l'institution d'une nouvelle norme, celle des 80%, et qui dit que les ouvrières viticoles percevront 80% du salaire de l'ouvrier agricole de base. Et pour ceux qui se le demanderaient, le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ne fut inscrit dans la loi qu'en 1972. De plus, si la loi des 80% venait réduire l'inégalité du demi-salaire féminin, dans la réalité, et comme je vous l'expliquais auparavant, avec l'arrivée de la mécanisation, eh bien leur temps de travail se voit drastiquement réduire. Pour ce qui concerne une égalité des genres devant la partition des tâches, vous imaginez peut-être qu'avec les mouvements sociaux anti-autoritaires dont mai 68 fut la figure de proue, que les femmes se retrouvèrent à découvrir les joies du tracteur dès les années 70. C'était sans compter que ces mouvements sociaux se tinrent principalement dans les villes. Or, les campagnes étant par nature plus conservatrices et moins inclines au changement, le changement c'est maintenant. L'amoindrissement de la partition genrée date, elle, plutôt du début des années 80. Les filles commencent alors à exécuter les tâches traditionnellement dévolues aux garçons et que nous avons passé en revue tout au long de cet épisode. Elles découvrent la taille, les travaux en verre et apprennent même à conduire les tracteurs. Et cela même si la tradition paysanne marque encore fortement les esprits. L'auteur nous explique qu'en 2009, au célèbre château Yquem, la taille et les travaux mécanisés restaient l'apanage des hommes. Ou même lorsque les questions d'héritage viennent à se poser. On nous narre l'exemple de Mireille Darret du Cru Baréja à Sauternes, et dont le grand-père s'obstina dans un premier temps à vouloir vendre le domaine, et cela même alors que sa petite-fille voulait reprendre le domaine à tout prix et perpétuer la tradition familiale. Celui-ci céda et décida de revenir sur sa position lorsque sa femme entama une grève des tâches ménagères. Et il faut croire que la perspective d'apprendre à faire la lessive le terrifia. Enfin, Jean-Louis Escuyer nous explique que si les jeunes étudiantes ont aujourd'hui pleinement accès à l'enseignement technique et qu'elles ne sont plus assignées à une division sexuée des tâches, cela concerne surtout les diplômés Bac+5. Les diplômés disposant d'une formation initiale de type BEP ou brevet, n'ayant quasiment aucune perspective d'évolution de carrière. D'ailleurs, l'auteur reste assez pessimiste sur l'insertion professionnelle féminine, puisqu'expliquant dans sa conclusion que quelques femmes, souvent diplômées, parfois héritières, confèrent au milieu vinicole une image plus féminisée. Leur surexposition médiatique résulte de leur accession à un milieu longtemps exclusivement masculin, mais participe également d'une stratégie de conquête d'un public féminin encore réticent à la consommation de vin. Et aujourd'hui, en 2018, on en est où ?
Eh bien, l'univers féminin du vin est en pleine ébullition. L'une des initiatives qui a beaucoup fait parler est celle de Sandrine Goeverts, caviste et blogueuse belge, qui lança le 7 janvier 2016 un hashtag WomenDoWine afin de voir si les femmes étaient aussi peu visibles que les trophées des hommes du vin le laissaient paraître. En effet, celle-ci s'est mouvée qu'en 2015 et en 2016, aucune femme n'ait été récompensée. Ce soir, ce sont donc les hommes de l'année 2012 que nous allons fêter. La twittosphère s'est emballée et des dizaines de tweets avec le dit hashtag sont apparus. Pour vous dire, début mars 2018, WomenDoWine comptait près de 2400 résultats sur le réseau social Instagram. Un succès qui mènera même à la création d'une association composée de vigneronnes, sommelières, cavistes, journalistes et blogueuses. Cependant, il est à noter que de chouettes initiatives avaient déjà été lancées bien avant le lancement de ce hashtag. Je pourrais par exemple vous parler du concours de dégustation Les Féminalises, concours né en 2007 et exclusivement réservé à près de 600 dégustatrices averties, mais surtout du Cercle des Femmes du Vin, créé en 2009, qui regroupe 10 associations régionales et qui compte près de 250 vigneronnes venus des 4 coins de la France. Et je pourrais encore vous citer des dizaines d'exemples qui tendent à prouver que les filles se font petit à petit leur place dans l'industrie du vin. Je pense notamment à Diala Younes, qui, mi-décembre 2017, fut la première femme à être élue à la tête de l'association des énologues de Bordeaux, ou encore des blogueuses et des journalistes qui furent à l'avant-garde du vin 2.0, et parmi lesquels nous retrouverons Ophélie Néman alias Miss Glouglou, Anne-Victoire Jocteur-Montrosier alias Miss Vicky Wine, ou encore Audrey Martinez de la Winista. Bref, on ne va pas se mentir, les femmes du vin sont parties de très loin. Niées dans leurs compétences, confinées à des tâches ingrates et infantilisantes, précarisées par le demi-salaire ou tout simplement recluses dans la sphère domestique, le poids des siècles a ancré la tradition d'un monde vigneron où seuls les hommes savaient et devaient faire le vin. Rien d'étonnant à ce que les discriminations aient fait fuir les femmes vers les métiers du tertiaire. Pourtant, un village d'irréductibles gauloises résiste encore et toujours et lutte pour faire valoir ses droits à reprendre des domaines familiaux, diriger des exploitations, effectuer des tâches traditionnellement dévolues aux hommes ou tout simplement exister dans cet univers. L'industrie du vin est en pleine mutation et on ne peut que s'en réjouir.